Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à ce cinquième webinaire au service du développement professionnel et de l'innovation en éducation. Mon nom est Jacques Coul, directeur au cadre 21, là où on se trouve présentement, et je ne suis pas seul ce soir. Et sans plus tarder, je vais laisser le soin à mes amis et collègues de se présenter. Alors, bonsoir tout le monde. Merci les boys pour l'invitation. Alors, mon nom est Maude Lamoureux, conseillère pédagogique ici pour la Fédération des établissements privés du Québec. Enchantée de passer la prochaine heure avec vous. Bonsoir tout le monde, Stéphane Hunter, leader et cofondateur de Squad Edu. Ça me fait tellement plaisir d'être là ce soir. Merci d'être encore au rendez-vous. C'est extraordinaire de vous voir, c'est merveilleux. Hey, bonsoir, Audrey Miller, directrice générale à l'École branchée. Je suis drôlement choyée d'être si bien entourée. Merci pour cette belle invitation. Merci d'être là. Marius Bourgeois, leader Squad Edu. Merci, chers collègues, de nous suivre à distance et d'être au rendez-vous pour un 5e webinaire. Si vous prenez le temps de regarder la rediffusion, merci de prendre le temps de vous investir dans votre développement professionnel. On espère que vous l'appréciez. On a tout un programme encore ce soir et des superbes invités. Dans le courriel qui a précédé le webinaire, vous avez reçu un guide du participant à télécharger en PDF pour faciliter votre prise de notes. Donc, on vous invite à regarder ça en temps opportun. Bonsoir tout le monde, Marie-André Ouimette de l'équipe tactique du CFORP direct de l'Ontario. Merci de nous inviter. Merci d'avoir 3 Chantal Maccabé ce soir sur le plateau pour venir équilibrer l'enchant. On n'a pas de bâton en hockey, mais on a 3 femmes. Puis, je pense que vous avez entendu les applaudissements. On a une foule parmi nous aujourd'hui. Donc, je peux laisser Normand se présenter avant de présenter la foule. Oui, bonsoir. Normand Brodeur, directeur à l'innovation et au développement pédagogique à la Fédération des établissements d'enseignement privé et cofondateur du Cadre 21, dans le local où on se retrouve ici présentement. Oui, vous avez entendu réagir alentour de vous. Non seulement on a un beau panel, ce soir nous sommes 7 devant vous, mais si on tourne la caméra, vous allez voir qu'il y a des gens qui nous accompagnent. Il y a une foule qui est là. Donc, une belle soirée en perspective. Belle soirée en perspective, comme on le disait, le 5e webinaire. Et ça a commencé vers la fin mars, où on a parlé de mentalité de croissance. Par la suite, on parlait d'amélioration continue, de leadership au niveau de la culture de l'apprentissage dans une équipe. La dernière fois, c'était au sujet des compétences globales et les incidences sur la pratique. Et ce soir, on va parler des formes que peuvent prendre le développement professionnel. Et sans plus tarder, je vais inviter les gens, vous qui nous suivez en ligne, vous devriez voir dans le chat la question suivante qui est affichée, où on vous demande comment vous apprenez le mieux. Quels sont les dispositifs, quelles sont les conditions, quels sont les événements ou les situations qui vous permettent de continuer, de croître professionnellement. Et j'en profite et je me tourne vers nos 3 invités où j'ai envie de leur poser la question. Mesdames, d'abord, bienvenue chez nous. Ouais. Et j'aimerais savoir, chacune d'entre vous, comment vous apprenez le mieux? Bien, écoute, je peux me lancer. Donc, moi, personnellement, il y a 2 façons dont j'apprends mieux. Donc, carrément, pour reprendre la question. Tout d'abord, quand je pars d'un besoin. Donc, quand j'ai un besoin à combler dans une situation donnée et que là, je vais chercher soit l'accompagnement, soit la réponse à mes questions et que je peux l'appliquer là, tout de suite. Donc là, je vais avoir un effet immédiat. C'est une façon dont j'apprends très bien parce que le réinvestissement, c'est toujours très important. Puis une autre façon aussi dont moi, personnellement, j'apprends bien, c'est quand je m'inspire de gens qui m'inspirent là, carrément. Donc, des gens qui... J'aime écouter les gens parler. Trouver des modèles. Oui, exactement. Une façon d'apprendre pour moi qui fonctionne bien. Super. Je peux peut-être enchérir quand j'ai un besoin, mais quand je fais le choix. Donc, pour moi, quand je choisis d'apprendre, c'est là que j'apprends le mieux. Donc, quand ça n'est pas imposé et que j'ai le choix du temps, du format d'un webinaire, comme ça, c'est super. Chez moi, je peux choisir quand je le fais. Donc, le choix, pour moi, est très important. Là, tu parles de ton autonomie professionnelle. Oui. C'est ça.
Comment j'apprends le mieux? Eh bien, pour moi, avant de répondre à cette question-là, j'ai dû d'abord définir qui j'étais en tant qu'apprenante. Et puis, je me suis rendu compte qu'au fil des années, j'étais un petit peu de tout ça. J'étais une formule hybride. Alors, dépendamment de mon besoin, je vais aller chercher des formations qui sont main sur les touches. Je vais aller chercher aussi des formations qui sont universitaires. Je vais faire des lectures aussi. Mais je reprends beaucoup ce que Audrey et Marie-André ont dit. Je me rends compte que je dois respecter 2 contraintes. Ça doit correspondre à un besoin que j'ai et je dois avoir le temps de le faire aussi. Alors, je me rejoins un peu dans tout ça. On voit déjà, Normand, que les gens réagissent. Oui, effectivement. On a Linda qui nous parle de tester ses découvertes. Donc, pas juste d'aller à la découverte vers de nouveaux apprentissages. Audrey, tu parlais de réinvestissement qui est tellement important. Bien, c'est ce qui nous est soulevé ici. Donc, une approche intéressante. Angèle nous parle de ses lectures sur lesquelles elle travaille aussi là, et qui lui permet là, de poursuivre le développement de ses compétences. Là. Donc, chacun a ses chemins bien particuliers, où on parle aussi d'écouter des leaders pédagogiques comme certains qui font des webinaires, semble-t-il. On sait qui parle. J'aimerais vous rappeler que tout ce qui se passe dans le chat va être disponible par après sur le site web, donc la transcription, tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, gênez-vous pas pour y participer activement, puis on va avoir accès à ça. C'est vraiment intéressant. Je suis content que tu le mentionnes, Stéphane, parce qu'on a vu au cours des webinaires précédents la richesse du partage qu'il y a justement dans ces couloirs parallèles-là. C'est bien beau d'avoir des gens en avant pour parler au sujet d'eux, mais il y a eu plein de bons liens, d'échanges, des conversations qui sont émanées de ce chat-là. Donc là aussi, ça contribue vraiment. Donc là, je me permets de me tourner à nouveau vers Stéphane. Peux-tu nous mettre en contexte là, qui nous mène à ce 5e webinaire? Là? Certainement. Je vais faire une petite récapitulation. Je vais le dire, ça va bien aller. Parce que je vais aller vite parce qu'il y a comme une dizaine de diapositives à passer en moins de 3 minutes. J'espère que vous êtes prêts à la maison. J'espère que vous êtes prêts dans la salle. Éric, si tu veux changer la diapo. Merci en passant à Éric qui est là avec nous depuis le début. On va y revenir. Éric, tu vas venir devant la caméra tantôt, je te le promets. Alors, vous êtes prêts? On a parlé d'un point tournant dans notre façon d'aborder tout ça, les webinaires. C'est que le point central de l'enseignement, c'est maintenant l'apprentissage en profondeur et les nouveaux partenariats d'apprentissage. Quand on parle d'apprentissage en profondeur, on va parler, si tu veux rester sur les diapos tout le long, il n'y a pas de problème là, on va y aller comme ça. On a parlé des compétences globales, donc les compétences souvent qui ont été dites transversales il y a quelques années, aujourd'hui du 21e siècle, maintenant qu'on appelle les compétences globales. Mais l'idée, puis on en a parlé dans le dernier webinaire amplement, mais l'idée, c'est qu'on met l'élève vraiment au centre de l'apprentissage. Puis c'est l'élève qui est maintenant le star, qui est l'étoile dans la patente. C'est pas nécessairement juste le contenu ou uniquement la matière. Donc, on met vraiment l'élève au centre. Donc, on développe les personnes au lieu de développer de la matière. Ensuite de ça, on a le fameux visuel chouchou à Normand. Normand, merci de nous avoir partagé ce merveilleux visuel. C'était un vrai plaisir. L'idée, c'est que les nouvelles compétences, hein, on en a parlé encore au dernier webinaire, mais il y a toute une variante, il y a toute une espèce de dynamisme entre les nouvelles compétences et les fameux nouveaux scénarios puis les nouveaux espaces. Donc, je ne le lirai pas, mais les nouvelles compétences et les nouveaux scénarios et les nouveaux espaces travaillent ensemble dans cette nouvelle ère de pédagogie dans laquelle nous sommes. Donc, très, très inspirant. Normand, merci de nous avoir partagé ce visuel chouchou. Avec constamment en filigrane, la part de l'humain, la relation et le numérique qui est en filigrane. Définitivement. Puis les points rouges, c'est tellement important. On ne se fait pas remplacer par la technologie. On ne se fait pas, en tant qu'enseignant, remplacer par les choses qui existent. On devient le moteur, on devient le lien entre tout ça. Puis le marqueur de relation. Le marqueur de relation. Merci. Merci, Marius. Yes. C'est extraordinaire. On reconnaît. On fait de la Enseignant de grammaire. français, Oui, écoute, plus fort que moi. On a parlé de leadership, et le leadership, c'est l'influence. L'influence en voulant dire impact positif. Ouais. Donc, le mot influence, pour certains, peut sembler un peu péjoratif, un peu négatif, mais ça n'est aucunement négatif dans cet environnement-là. Donc, influencer positivement les gens, c'est ça, être un leader. Donc, tout le monde est un leader. Ouais. On peut être un leader en tant qu'élève dans une salle de classe, puis on peut être un leader avec le titre de leader. Donc, il y a toute cette panoplie de gens dans l'entourage. Donc, on en a parlé au 3e webinaire. Ouais.
On dit aussi que le leadership, c'est pas une position, c'est une disposition. Donc, il faut être conscient de où est-ce qu'on en est quand on est leader. Et comme je le dis, et comme Marius le dit, tout le monde est un leader. Et c'est cette prémisse-là qu'on prend pour... Comme l'attitude, c'est un choix. On a parlé des 4 étapes Real Leadership ou Real Success. Donc, relation, équipée, l'attitude et le leadership pour terminer. Donc, c'était officiellement notre antichambre des webinaires avec nos 4 cibles. Mais tout commence avec des relations définitivement, puis on veut équiper les gens, avoir une bonne attitude qui est un choix et développer son leadership, développer les gens autour de soi. Donc, une belle diapo qui habille bien un peu le visuel chouchou de Normand. Oui. Le pointillé qui peut se décliner en ces 4... Dans ces 4 cibles. 4 cibles-là. Oui. Définitivement. Oui. On a parlé du partenariat éducatif. Quand Mathieu est venu nous voir, il a parlé du rôle de l'enseignant, ou de comment est-ce qu'on devient un partenaire de nos élèves, plus qu'une simple personne qui va donner du contenu. Donc, on passe beaucoup par les émotions, par le progrès. On va souligner le progrès. On va parler de rétroaction active. Puis ça, c'est... Maude est une experte de rétroaction. Suite à une entrevue de l'École branchée. Vous pourrez aller voir ça. Et passer par l'encouragement aussi. Hein, je pense que c'est très important d'encourager les gens. Et on termine en disant que tout ça, ça prend une mentalité. Ça prend une mentalité de croissance. Ça prend une ouverture d'esprit. Puis la première caractéristique de cette mentalité-là, c'est le désir de sortir de sa zone de confort pour persévérer, même quand le défi est de taille. Donc, merci à Mme Carol Dweck de nous avoir partagé cette définition-là. Qui est avec nous ce soir? Non. Donc, en filigrane. Tout ça, encore de Mme Carol Dweck, nous a porté à créer cette équation qui est les efforts, les stratégies et l'aide des autres fait en sorte qu'on est capable d'avoir, où il y a croissance lorsqu'il y a ces 3 facteurs. Donc, Marius, je vais te laisser le dire parce que c'est ta Sa diagramme chouchou. C'est ton diagramme chouchou. Oui, bien écoutez, pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Puis tout ce que tu viens de nous résumer, Stéphane, puis un peu de la raison pour laquelle on a choisi de vivre ces webinaires-là dans cet ordre-là, c'est que le développement professionnel qu'on souhaite tous, pour nous et pour les autres dans notre environnement, est un petit peu teinté de tout ça. Hein? Et il y a eu des incidences. Le développement professionnel mène à ce type de pédagogie-là, nécessite cette mentalité-là, cette disposition-là. Il y a plein de possibilités aujourd'hui. Puis on a le goût de peut-être céder la parole ici à Audrey qui va nous parler de différentes opportunités avec un super de beau cadre. Puis on répond à la question aussi, peut-être qu'on peut l'afficher à l'écran. On commence où avec ça, le développement professionnel, puis cette nouvelle pédagogie-là dont on parle? Certainement. Donc, si vous voulez me mettre la diapo, très important. Oui, donc, ça, c'est moi, tiens. Ma faute. Dans les activités de formation, développement professionnel, alors, on sait qu'il en existe beaucoup, particulièrement au Québec. Je suis vraiment comme Miss Météo, c'est super. Donc, au Québec, on a la chance d'avoir une variété de moyens d'accompagnement, de formation, de toutes sortes d'activités qui vont nous permettre d'aller poursuivre le développement professionnel en lien avec le numérique, mais aussi en lien avec juste la gestion du changement, parce que l'éducation, ça évolue, tout ça. Donc, et aussi, on parle des bénéfices de diversifier l'enseignement, d'utiliser différentes méthodes d'apprentissage avec les élèves pour aller soutenir leur motivation. Bien, pourquoi pas le faire avec nos enseignants? Il y en a qui aiment mieux apprendre d'une certaine façon, d'autres qui ont besoin de réfléchir, d'autres qui ont besoin d'être dans l'action. Ce qui fait que je vous présente ici ce que j'appelle ma matrice. Donc, j'ai eu la chance de participer à plusieurs types de formations ou d'activités de développement professionnel. J'en ai organisé même plusieurs là-dedans, ou en tout cas participé à. Et donc, on remarque sur cette matrice-là 2 axes principaux. Vous avez l'axe horizontal qui nous amène d'une action plus réflexive à, si je me tasse ici, à être plus dans l'action. Donc, il y a des enseignants qui vont préférer prendre un temps d'arrêt. Je ne dis pas qu'il y a des enseignants qui vont préférer. Dans notre processus, il y a des moments où on a besoin de s'arrêter, de réfléchir sur sa pratique et de prendre un temps d'arrêt. D'autres moments où être dans l'action, pratiquer, appliquer, voir les changements concrètement, c'est intéressant. Il y a également l'axe vertical, si je peux dire, qui nous fait varier les activités
d'une dimension un peu plus individuelle jusqu'à une dimension sociale ou collective. Donc, d'apprendre les uns des autres ou apprendre un petit peu plus par soi-même. J'ai placé là-dessus beaucoup d'exemples de moyens dont on dispose. C'est extrêmement discutable, j'en suis consciente, mais j'en prends quelques-uns pour vous expliquer un petit peu pourquoi je les ai mis là et qu'est-ce que c'est. Par hasard, commençons avec le magazine École branchée. Totalement un hasard. Donc, le magazine, il existe depuis de nombreuses années. On peut s'abonner, on reçoit plusieurs numéros par année. On fait des lectures qui nous montrent un petit peu ce que d'autres enseignants ont fait dans leur contexte, selon leur milieu. On a des nouvelles découvertes, donc toutes sortes de choses. Donc, on se laisse un peu plus inspirer. C'est pour ça que je l'ai mis de façon un petit peu plus individuelle. C'est bon d'avoir chacun sa copie puis de le lire tranquillement chez soi. On est un peu plus vers la réflexion parce qu'on prend le temps d'analyser, on se laisse ressourcer, si on veut, par différentes lectures. Si je me déplace un petit peu plus vers l'action, je vais mettre en parallèle deux événements qu'on connaît très bien, qui sont très populaires au Québec, le Sommet du numérique et la COPS, le colloque de la COPS. Donc, je vous explique pourquoi je les ai mis chacun dans un cadran. C'est deux événements où est-ce qu'on a une offre d'ateliers qui est très, très, très vaste. Donc, tous les enseignants, selon leur domaine, selon leurs intérêts personnels, peuvent aller un petit peu trouver ce qui les intéresse. Au niveau du Sommet du numérique, on est en lien en plus avec le colloque international en éducation qui nous rassemble, qui fait rassembler les chercheurs avec les praticiens. Donc, il y a moyen ici d'aller vraiment assister de façon un peu plus individuelle et en réflexion, donc d'écouter des gens nous parler de leur expérience et de retenir des choses et de repartir avec ça dans notre milieu. Du côté du colloque de la COP, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire une vaste offre d'ateliers très variés, mais on a de plus en plus d'ateliers main sur les touches. Donc, vraiment qu'on va pouvoir pratiquer, essayer, être un petit peu plus vers l'action. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus vers la droite. Dans certains cas de ces deux activités-là particulièrement, il y a des choses qui se déroulent de façon un peu plus sociale. Je pense il y a différents formats d'ateliers, en tout cas à la COPS. Mon Dieu, c'est le fun. C'est moi qui... Les Exploracans, merci, Foule en délire. Les Exploracans, par exemple. C'est merveilleux, c'est l'intelligence collective qui vient de se manifester. Là. Voilà. Siri est avec nous. Oui. Donc, nos Exploracans, c'est qu'on va être avec des petits groupes et on discute ensemble d'un sujet. Donc, on va chercher un petit peu plus la dimension sociale. Si je m'en vais dans les cadrans, justement, très sociaux, disons ça comme ça, l'événement Claire, à chaque année, au mois de janvier, au Nouveau-Brunswick, qui est une bougie d'allumage pour plusieurs personnes, on est beaucoup en inspiration. Donc, on écoute des conférences extrêmement inspirantes, enrichissantes, dynamisantes. On est très axé sur le social parce qu'on repart de là d'habitude avec un carnet d'adresses et de nouvelles personnes à connaître assez impressionnant. Et c'est vraiment axé sur l'expérience sociale, l'expérience humaine. Même chose pour les aide-camps. Donc, les aide-camps, on part d'une problématique et on discute ensemble. On essaie de trouver des solutions de façon collective. Mais souvent, on est plus dans la discussion collective. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus par là. Je m'en vais à l'autre opposé totalement. Tiens, je vais changer de bord pour que vous puissiez voir. Le créacamp. Donc, le créacamp, ça, c'est le dernier chouchou de l'école branchée. Donc, une nouvelle formule qui est née, qui a eu 1 an d'ailleurs la semaine passée. Donc là, le créacamp, c'est un peu inspiré du aide-camp, c'est-à-dire qu'on est dans le très social. On veut apprendre ensemble par nos pairs, mais on est aussi inspiré et guidé par des mentors. Donc là, on embarque la dimension un petit peu plus de continuité, de mentorat. On va en parler plus tard. Et on est dans l'action totale. L'objectif, c'est de repartir de ces journées-là avec quelque chose de nouveau qu'on a créé, qu'on ramène dans sa classe et qu'on veut réinvestir le lundi suivant. Si c'était un vendredi, mettons. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'illustre. C'est très, très, très discutable. Là. Bon, tout dépendant, si je vais à la COP, c'est que je fais que du social, puis du main sur les touches, je vais être plus là. Mais il y a aussi peut-être un petit point à faire sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on se disait un petit peu avant de commencer tout à l'heure. Les 7, en fait, on s'est connus sur les réseaux sociaux. C'est un peu grâce à ça. Et c'est ce qui permet d'entretenir un réseau d'apprentissage personnel, de continuer à se développer avec les pairs. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à entretenir. Merci d'avoir fait cette matrice-là qui positionne tellement bien la raison pourquoi on est ici ce soir puis on jase de ça. C'est que ça va éclaircir un petit peu, je pense, l'idée des possibilités de développement professionnel. Puis,
Quelle belle façon de le présenter. Merci. Merci On beaucoup. a l'Ontario qui est très, très présente. Ce soir, là, ça réagit parce qu'on parle là, de TAC 2017, Oui. on parle de TAC EdChat. Donc, on se rend compte que, oui, il y a d'autres formules. Ce n'était pas limité, c'était présenté. C'était de bons exemples, là, mais on voit que les gens réagissent pour témoigner de leur expérience. C'est ça. Mettez-les, partagez-les. C'est le moment. Oui. Il y a même aussi Escouade Édu, j'ai entendu parler de... C'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. Il C'est nouveau. faudrait Je sais qu'on pas en ce que parle c'est. à un moment donné. Mettrais ça où, ça, Esquadé? On va faire un webinaire juste là-dessus. Moi, j'aimerais prendre un moment ici pour parler du fait que là, j'utilise, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les métaphores. Et puis, ce développement professionnel-là, c'est un peu comme une maison qu'on érige. Notre enseignement, notre profession, nos actions. Et on nous interpelle, ou on est appelé à être créatif dans le déploiement de nos activités. Et ça, c'est un peu comme comment est-ce qu'on veut façonner les pièces, comment on veut les meubler, et ainsi de suite. Mais une maison, elle, repose sur une fondation, donc des fondements. Et je pense que ça vaut la peine de prendre un moment pour parler dans le contexte de développement professionnel qu'il y a certains principes qui sont bien documentés au niveau de la recherche sur lesquels reposent toutes ces actions-là, dans toutes ces expressions que Audrey nous a montrées et que d'autres dans le chat ont ajoutées. Et j'attire votre attention à une étude que Mario Richard de la TELUC et ses collègues, il n'était pas le seul, ils étaient plusieurs, qui a été publiée en 2016 ou 2017. Et dans la présentation de cette synthèse-là, l'état de la recherche par rapport à c'est quoi les éléments ou les attributs d'une formation continue efficace et quels sont les principes sur lesquels repose une bonne formation qui est aidante. Et ce que je trouve intéressant, et j'ai voulu arbitrairement mettre en caractère gras, ce ne sont pas les auteurs, mais c'est bien moi qui arbitrairement a mis en caractère gras, un principe que finalement, on veut que ça vise l'amélioration des apprentissages. Je voyais dans le chat Laurie qui disait que finalement, c'est l'élève qui est au centre, puis le reste, ce sont des contextes qui nous ramènent toujours à l'essentiel dans ce qu'on fait. Et qu'une formation qui vise l'amélioration des apprentissages et aussi qui est modulée à partir des résultats qu'on obtient au fur et à mesure qu'on avance là-dedans. Aussi des activités qui sont étayées par des données probantes, ces fameuses données probantes dont on parle souvent, et aussi animées par des expertises multiples et reconnues. Et les trois autres éléments, je ne vous apprends rien en termes de l'importance du travail collaboratif. Une expression que j'aime beaucoup de Ewan McIntosh qui dit c'est apprendre par soi ensemble. Apprendre par soi ensemble. Donc, l'accompagnement qui repose sur cette dimension collaborative et aussi qui est distribué dans le temps. Laissons au temps le temps d'agir. Et Dieu sait que c'est un élément qui revient souvent. Et le dernier principe, eh bien, je pense que je ne nous apprends rien par rapport à nos propos qu'on entretient depuis ce printemps, soutenu par une direction qui fait preuve de leadership et qui crée les conditions favorables à ces formations-là. Donc, je trouve intéressant de partager ces principes-là qui, eux-mêmes, je devrais dire, sont appuyés par tout un ensemble de recherches par rapport. Et puis, on n'a qu'à se rappeler que parmi les éléments de John Hattie dans ses méta-recherches, quels sont les éléments qui influent le plus, on sait très bien que le développement professionnel, il est en haut de liste parmi tant d'autres éléments qui sont clés pour avoir un impact sur l'apprentissage. La révision 2018 de Hattie met l'efficacité collective au numéro 1. Donc, l'aspect leadership est au numéro 1 maintenant. Donc, excellent. Merci, Jacques. Merci d'avoir présenté cette diapo-là. Ça donne de bonnes pistes sur comment le planifier collectivement pour l'ensemble d'une communauté scolaire, mais aussi d'un point de vue individuel. Tu sais, je vais juste prendre le premier, améliorer l'apprentissage. C'est sûr qu'on veut tous ça. Mais de s'appuyer sur l'évaluation systématique des résultats, à dirait no die impact, savoir ce que je fais, ce que j'essaie d'améliorer, est-ce que je le sais, comment va se manifester l'amélioration dans ma salle de classe. Quand j'essaie quelque chose de nouveau, est-ce que j'ai réfléchi, est-ce que je pense que ça va donner de mieux dans ma classe. Donc, parfois, c'est qualitatif, parfois, c'est quantitatif. Mais c'est quand même important d'être conscient. Prendre le temps de regarder. L'observation, on parle souvent de l'observation, qui est si essentielle quand on expérimente. Prendre le temps de regarder pour voir les retombées, voir l'impact. Voir les progrès. Voir les progrès. Oui, absolument.
afin de rentrer dans le cœur du sujet encore plus ce soir, on va vous présenter quelques points. Puis après ça, on va vraiment ouvrir la discussion sur le rôle de chacun dans cet accompagnement-là, puis dans ce développement professionnel-là. Puis j'ai hâte de vous entendre parler, mesdames, sur vos rôles respectifs. On va juste passer quelques sujets, puis après ça, on embarque dans cette discussion. J'ai hâte. Marius. Hey, écoutez, bien, c'est certain qu'en regardant les 5 principes que Jacques vient de nous énoncer, on a besoin de cibler des axes d'intervention. Okay? Donc, on veut s'améliorer continuellement. Tout le monde veut ça. Le développement professionnel, c'est ce que ça sous-entend. On a développé un acronyme qui s'appelle PLAN. C'est assez simple. Tout le monde travaille la pédagogie. On parle de leadership, donc c'est certain qu'on a besoin de travailler de leadership. Peut-être qu'autrefois, plus traditionnellement, on parlait de gestion de classe ou de gérer les relations, le climat ou le bien-être. C'est relié ensemble. Puis, et le dernier, le N, non négligeable, c'est le numérique. On va être cyber-réfléchi. Donc, quelle est la place du numérique dans nos vies, dans notre apprentissage, dans l'apprentissage qu'on veut que les jeunes fassent aujourd'hui, dans le nouveau mode d'apprentissage, si vous voulez, en profondeur et en collaboration, l'apprentissage en réseau qui prend le dessus. Donc, ce que ça implique au niveau du développement professionnel, c'est les gens qui l'organisent, ce développement professionnel-là, doivent faire vivre aux gens le type d'apprentissage qu'on veut voir dispensé dans nos salles de classe. Puis c'est ça qui n'est pas facile. Tu parlais de trouver des modèles, des gens qui nous inspirent tantôt. C'est ça notre défi à nous tous, parce qu'il n'y a personne, je pense, qui a appris de cette façon-là, la façon qu'on décrit, souvent de façon métaphorique. On essaie de créer ces nouveaux contextes-là où le programme a un sens, mais ce n'est pas la finalité. On veut développer des personnes. Ça a l'air de quoi dans une salle de classe? Donc, le développement professionnel, ce qu'on essaie de faire ensemble, c'est de travailler ces axes-là. La pédagogie qui change, axée sur les compétences. Le leadership en salle de classe pour créer une culture d'apprentissage en salle de classe et dans l'école, puis la place du numérique dans tout ça. Mira, il y a une belle réflexion sur le chat où elle parle du leadership, qui est une influence, mais une influence qui peut se faire en douce. Oui. On ne s'en rend pas toujours compte. Elle dit, de là, l'importance d'être un modèle pour les élèves. Donc, ce leadership-là, qu'on a naturellement, qu'on a travaillé, peu importe, ça nous habite. On dit bien qu'on enseigne bien ce que nous sommes. On enseigne ce que nous sommes. On enseigne ce que nous sommes. Par chez nous, on dit que les bottines doivent suivre les babines. Les bottines doivent suivre les babines. Je l'adore, celle-là. C'est certain. Donc, comment on fait pour voir dans notre salle de classe, dans notre école, dans notre commission scolaire, des progrès dans notre façon de dispenser la pédagogie, le leadership, les progrès au niveau de la culture, puis au niveau de l'utilisation du numérique. Ça a l'air de quoi, ça, quand on s'améliore dans ces axes-là? C'est quand même des questions intéressantes. Je ne pense pas qu'on ait... On a juste des bonnes questions à soi. On n'a pas les réponses. On se pose des questions. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais c'est des questions qui sont importantes de réfléchir en communauté, puis se donner des indicateurs ensemble, de les co-construire pour être capable de les célébrer quand ils se manifestent. Bien, moi, j'aime beaucoup tantôt quand vous avez parlé des données probantes. Parce que le moindrement qu'on parle de progrès, c'est sûr et certain qu'on est appelé à parler de changement aussi. Et je pense que souvent, les enseignants vont peut-être craindre, et à raison, le changement. Mais le changement pour le changement n'est peut-être pas la meilleure solution. Un changement qui est basé sur des données probantes est quand même rassurant et nous permet après, quand on se fie à la recherche, de trouver des bons indicateurs. Et ensuite de ça, je pense qu'on a une pratique qui devient gagnante. On s'est sorti de notre zone de confort, on a changé, on est appuyé par la recherche, même si on trouve des fois que ce que l'on est en train de faire, on est en dehors de ce que l'on aimerait, comme présentement dans mon cas. T'es pas seul. Non, c'est cela. Alors, regardez, on modélise exactement. Oui, c'est ça. Alors, on modélise exactement ce que l'on souhaite voir faire dans les salles de classe. Et je pense que le changement, accompagné par la recherche et la pratique, exactement avec tous les axes de formation que tu avais tantôt, je pense que l'on a une combinaison qui est gagnante. On ne sent pas qu'on change pour changer, mais on sent qu'on change pour progresser avec de bons indicateurs puis pour aller plus loin. Avec des intentions spécifiques qu'on se donne, absolument. Oui, bien, c'est la part de sens. Oui. Hein? Pourquoi on change? Pas changer pour changer. Non, non, c'est ça. Ça le rend légitime. Voilà. Ça rend légitime. Donc, l'acte de développement professionnel, on en parle beaucoup. On parle de formation initiale, on parle de formation continue, mais la prochaine diapo nous parle de l'intentionnalité au quotidien. Puis c'est là peut-être que, mesdames, avec votre expertise, ce que vous vivez au quotidien, vous accompagnez beaucoup les gens dans justement ce changement de pratique-là, donner un sens à tout ça, donner les outils, poser les bonnes questions. C'est vraiment au quotidien qu'on se développe comme pédagogue, comme leader dans notre salle de classe. Donc, je ne sais pas si vous voulez nous parler de
Comment vous le vivez? Qu'est-ce que vous observez, vous, dans votre façon d'accompagner les gens? Mais moi, c'est certain, puis je l'ai dit tantôt, quand l'enseignant est intentionnel, donc quand l'enseignant fait un choix, puis que j'arrive dans une école pour faire du coaching, qui est probablement l'accompagnement que je fais le plus dans mon quotidien depuis 4 ans, ça ne peut pas faire autrement que d'aller bien. Parce que cette personne-là se rend vulnérable. Elle fait le choix de me laisser entrer dans son petit monde. Je me mets à son niveau dans le sens que je pars de ses besoins, je pars d'où cette personne-là est, je crée un lien. Puis souvent, la porte de classe s'ouvre assez rapidement quand ces conditions-là sont mises sur la table. C'est un peu comme les élèves. On dit que ce qui est plus important, c'est de créer des liens avec les élèves. Bien, c'est aussi important entre adultes de créer ce lien de confiance-là, d'être intéressé. Puis en fin de semaine, on campait, puis on campait avec une direction scolaire qu'on connaît bien dans notre coin, puis elle disait, ça a toujours marché, Marie, parce que tu te mets à leur niveau. T'sais, elle dit, je sais que tu en connais bien plus, mais tu laisses pas ça. Tu ne laisses pas ce sentiment-là à l'enseignant. C'est vraiment important de partir d'où cette personne-là est, puis de cheminer à partir de là, puis de dire, si on fait des erreurs, on va les faire ensemble. On va se planter, c'est certain, mais la salle de classe s'ouvre et c'est vraiment surprenant à quel point les gens sont généreux et grandissent dans ce parcours-là. Oh, tu reçois des fleurs sur le chat? Fan club. Ton fan club est là? J'ai une question pour enchérir. Au niveau de l'influence que tu trouves que le coaching apporte, comment est-ce que tu remarques ou tu peux identifier le fait qu'il y a vraiment un changement quand tu coaches des gens? Comment est-ce que le coaching apporte une influence positive ou un impact positif chez les gens que tu accompagnes? Bien, c'est un processus. Hein. Ça ressemble un peu au diagramme que vous allez présenter tantôt, mais le coaching, c'est vraiment... Souvent, ça part d'une formation. Souvent, je suis avec un groupe de gens, on part d'un sujet, malheureusement, je remplis des gens d'informations, puis je vais peut-être chercher des petits intérêts, puis là, il y a des gens qui se manifestent. La direction m'invite pour travailler avec des enseignants qui veulent... J'allume une bougie, c'est ça. Puis ensuite, on fait de la coplanif. Donc, je pars d'où la personne est, puis je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Quelles petites choses on va améliorer en salle de classe? Donc, on coplanifie une activité, puis je vous dis, là, si possible, la période d'ensuite, on est en salle de classe, on co-enseigne ça. J'embarque avec le prof. Je retrousse mes manches en maternelle jardin, je m'assois par terre avec les petits pits, puis on fait l'activité. Ça plante, c'est pas grave. Parce qu'après, on fait de la co-objectivation. On en parle. Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Qu'est-ce qui a fonctionné? Mais avant d'aller en classe, on se donne des intentions. On dit qu'est-ce qu'on observe? C'est quoi? Comment est-ce qu'on va savoir si l'activité est réussie ou non? Puis ça, j'ose espérer qu'on va le vivre plus qu'une fois. Parce que quand on le vit plus qu'une fois, et qu'on grandit. Puis moi aussi là-dedans. Là. Donc, c'est tout un processus. Et tu viens d'en dire beaucoup, là. Il y en d'en dire beaucoup. Là, c'est se donner... Oui, ça semble simple, mais c'est se donner le droit à l'erreur. Et c'est se donner. C'est pas me donner, nous donnons. Tu vas parler de co-rattaché à toutes tes descriptions. Donc, le co, tu es vraiment avec dans l'accompagnement. C'est ça. C'est quelque chose. On se donne du temps pour réagir. On se donne des indicateurs aussi. Qu'est-ce qu'on observe à savoir si ça a fonctionné ou non? Voilà. On part pas comme ça à l'aveugle, là. Ça ressemble à un partenariat éducatif, ça. Oui, pas mal, hein? N'est-ce pas? Oui. Ça ressemble à ça. On parle de nouveaux partenariats à la base. Marie-André, moi qui aime les métaphores, hein, il y a Hélène qui nous dit qu'en tant que coach, on est plus le GPS que le chauffeur. Absolument. On est le GPS. Absolument. Recalculé. Maude, veux-tu nous partager un peu sur ta pratique à toi dans ton quotidien? Écoutez, je ne renchirai pas sur ce que Marie-André a déjà si bien dit, mais il y a un point qui faisait unanimité tantôt quand on en parlait, quand on faisait le debriefing juste avant le webinaire, c'était sur le travail de perception que l'on doit faire avec les apprenants dès les premiers instants. Ouais. C'est sûr et certain que nous, on est des conseillers pédagogiques, donc on est davantage, de prime abord, amenés à intervenir auprès d'adultes et on a peu de temps pour établir un lien. On est un agent de changement qui, des fois, arrive dans un milieu à la demande de l'enseignant, comme tu l'as dit. Ça, c'est la situation idéale.
souhaité. Ouais. Mais Ouais. plus souvent qu'autrement, on ne se le cachera pas, on arrive avec d'autres demandes. Donc, si on fait le parallèle avec ce que les enseignants vivent en début d'année, doivent prendre le temps de connaître leurs élèves, bien, nous, on doit se trouver des stratégies pour le faire très rapidement parce qu'un agent de changement va d'abord et avant tout devoir travailler sur les perceptions des apprenants avec lesquels ils vont travailler. Ouais. Si je reprends une métaphore aussi, on n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression. Eh bien, nous, c'est ça que l'on doit faire. On doit rendre le changement agréable et pertinent très rapidement pour que les gens s'embarquent après dans une démarche de mentorat puis de coaching avec nous autres. Tu reviens à dire que, tu sais, dans notre reel de tantôt, les relations, c'est la base, c'est la fondation. C'est la base. S'il n'y a pas de relation, C'est la les base. gens ne voudront pas se faire coacher, ne Oui. voudront pas se faire accompagner. C'est la clé du succès. Puis je pense avoir une attitude positive aussi. Je pense que c'est une autre clé de succès quand on accompagne des gens, c'est Puis, d'avoir une bonne on attitude. va mener un changement avec ces personnes-là. Puis le changement, fait. c'est pas facile. Mais sans changement, il n'y a pas d'apprentissage. Si jamais vous voulez lire un super livre, Intentional Interruption de Katz et Dack, où on dit qu'on a tellement peur quand on accompagne des adultes de l'ambiguïté, des inconforts, du silence. Mais il est nécessaire parce que c'est pas vrai que, oui, je le fais déjà ça, je l'entends tous les jours. Non, mais c'est la nature humaine de dire ça. Mais cette perception-là, puis ensuite de mener le changement, ça part de là, cette Il ne faut perception. pas oublier qu'on est apprenant à vie. Alors, si on dit qu'on est apprenant à vie, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être un apprenant. Et de par nos expériences scolaires, on n'a pas été habitué à gérer l'ambiguïté et gérer les silences. Alors, on aurait beau avoir la meilleure formation si on ne prend pas le temps de les connaître. J'aimerais aussi ajouter que la dimension humaine, la personne qu'on accompagne doit aussi la gérer avec ses 30 élèves. Puis on ne peut pas se comparer avec notre collègue dans la vitesse à laquelle on peut évoluer comme pédagogue, parce que parfois, on n'a pas les mêmes élèves, donc on n'a pas la même relation, on n'a pas le même point de départ. On ne peut pas comparer ce qu'on fait et ce qu'on est capable de faire dans notre classe, parce que c'est dépendant des élèves dont on hérite au Chaque début. année, chaque cohorte est différente. Chaque cohorte change. Donc, c'est vraiment de mesurer les progrès avec mes élèves, un peu comme on ferait à la course, notre meilleur temps à nous, pas le meilleur temps par rapport à un autre, mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour s'améliorer? Je pense que c'est important de le mettre en perspective. Et même au secondaire, la relation d'un groupe à un autre groupe, c'est pas des copier-coller, hein? Non. On le sait très bien. Donc, Non. la relation est tout à fait différente. Et c'est Margarida Romero qui nous a éveillés là-dessus quand elle nous parle de savoir négocier avec cette incertitude-là. Ouais. Hein? La part d'ambiguïté. La part d'ambiguïté fait partie du changement. On s'interroge sur notre pratique. Il faut accepter d'être déstabilisé, d'être inconfortablement confortable. Marius, c'est ça? Ça dit J'aimerais quelque ça. chose? J'aime Ouais? ça. Ça dit J'aime quelque ça. chose? Ça me dit quoi? C'est dans ce sens-là. Ouais. Et toi, Audrey, Oui, au bien, niveau c'est ça, au de ton niveau, quotidien, oui, bien, justement, nous, à l'École Branchée, on organise beaucoup, on met en relation ces formateurs, mais on ne les appelle pas les formateurs, on les appelle les mentors experts. Donc, OK. entre autres, ben, Maud a participé quelquefois à nos créacamps. C'est justement la disposition dans laquelle on les met dès le départ. C'est qu'on veut qu'ils soient des accompagnateurs de changement chez les enseignants et non des transmetteurs de savoir. On ne veut pas qu'ils leur montrent juste quoi faire, ils veulent qu'on leur montre comment faire et leur laisser le temps. Donc, on revient vraiment à nos concepts de temps. Puis quand on disait ça prend du temps, puis c'est pas tout le monde au même rythme, c'est d'autant vrai que une anecdote toute récente, à la fin de notre dernier créacamp qui a eu lieu la semaine dernière, il y a une personne qui avait participé, je crois que c'était au moins son deuxième créacamp de l'année, OK. et c'est là qu'elle nous a dit OK, bon, moi, je reconnais que le fait que je suis confortable quand j'enseigne de façon magistrale. OK. Mais là, je commence à me rendre compte qu'il va vraiment falloir que je change mes choses, mes pratiques pour aller rejoindre les intérêts de mes jeunes et évoluer avec eux. Donc, elle fait des petits pas, mais Juste là, de une dire, prise c'est- de conscience De déjà. le partager, c'est gros. ça. Puis après, ben, de le faire avec des activités variées qui vont la rejoindre elle-même aussi comme apprenante. Donner le temps aux idées de germer et d'entrer en soi. Voilà. Exactement. Fait que Même- ça, on en vit beaucoup. Là. Puis même quand on a l'intention, puis qu'on se dit, OK, là, il faut que je change, c'est là que l'accompagnement devient tellement important parce qu'on a quelqu'un d'autre avec qui réfléchir pour voir comment on s'y prend Prendre pour le le temps. faire. aussi, prendre le temps de réfléchir, prendre le recul, reculer, décoller de l'arbre. Hein? Ouais. Souvent, quand on est collé sur l'arbre, on ne Ouais. voit pas la forêt. Puis j'ai rapidement vu le chat sur l'écran de Normand Sylvie qui a mentionné d'être authentique puis d'être apprenant aussi. Donc, je veux juste dire ça que je prétends pas arriver puis toujours savoir comment ça va se passer. J'arrive là et j'apprends avec la personne. Et je dis toujours, moi, je suis une fille du secondaire. Puis l'an dernier, j'ai vécu le plus beau des moments avec des profs de maternelle jardin. La fille était complètement déstabilisée. J'étais
hors de ma zone de confort. Dans le stationnement, j'avais le cœur qui me faisait ça parce que je m'en allais m'asseoir avec des enseignants calés en pédagogie maternelle jardin. Puis j'ai mis mes cartes sur la table et je leur ai dit, regardez ça, c'est qui je suis. Voici ce que je peux vous apporter. Puis ensemble, on a trouvé une activité à faire avec les jeunes. Et on l'a refait probablement 5 fois pendant l'année. Et ça a été le plus beau des moments que j'ai vécu dans ma carrière de CP parce que j'ai été authentique. J'ai dit qui j'étais et on s'est rejoints là-dedans et on a appris ensemble. Les filles, quand on parle d'être authentique puis d'être apprenant à vie, nous, on a quelqu'un qu'on admire beaucoup ici qui utilise l'expression « être en mode bêta perpétuel ». Notre ami Jean-Claude. Est-ce qu'il le voit à la maison? On peut-tu avoir un zoom, un petit zoom? Un petit zoom sur Audrey? Ça vaut la peine, regardez ça, si c'est beau. Là, En mode vous me bêta. faites plaisir. Là, Les vous mises à me jour faites se font tout plaisir. Voilà. Et je vous écoutais parler, et puis c'est tellement souvent où on fait des parallèles entre des situations d'accompagnement et aussi, à un autre niveau, l'enseignant avec ses élèves. Hein? L'accompagnateur, le coach avec un groupe d'enseignants est la même chose. Donc, c'est vraiment fondamentalement les mêmes dynamiques de relation. Et puis, on parle tellement de différenciation, par exemple, au niveau des élèves, mais ça se produit aussi dans l'accompagnement qu'on peut avoir. Pour certaines personnes, cet accompagnement-là, viens t'asseoir à côté de moi, donne-moi un coup de pouce que j'avance. Pour d'autres, non, j'ai envie de me retirer, puis de me brasser un peu ça, puis ensuite revenir. Et ça se voit ensuite par des rythmes différents, par des engagements différents, par des leviers aussi différents pour qu'ils puissent continuer. Donc, ces parallèles-là entre la salle de classe et aussi un groupe d'enseignants en formation, ils sont vraiment évidents. Donc, là, les apprenants que nous sommes. Merci, vous me faites bien plaisir. J'adore ça, super expérience. Juste pour clarifier, on a des questions. Qu'est-ce qui est écrit sur leur bras? Il est écrit la lettre grecque bêta et le signe de l'infini, donc en mode bêta continuel ou perpétuel et infini. Et c'est une expression de Jacques qui le dit souvent. Donc, Emprunter de d'autres qui m'ont inspiré. Donc, être en changement continuellement. Voilà. Donc, voilà. Question de revenir à nos moutons. Oui, parce qu'on pourrait partir puis faire un webinaire de 3 heures ce soir. On s'entend là-dessus. On a juste quelques notions à vous partager, je pense, qui pourraient être intéressantes. Puis, on veut faire le parallèle entre, justement, au niveau du développement professionnel, quelle est la différence entre un événement? On a parlé beaucoup d'événements dans ta matrice, entre autres, et on a parlé ensemble d'accompagnement qui est au niveau processus. Mais donc, on aimerait ça peut-être mettre l'emphase un petit peu sur c'est quoi les différences plus pointues. Plus fondamentales. Fondamentales. Normand, je te laisse la parole pour y aller. Oui, bien, des exemples d'événements, on peut parler de formation. Formation ponctuelle qu'on suit, une conférence, on assiste à un sommet. Excusez, j'ai un mal de gorge terrible là, qui me prend. Là. J'ai un chat dans la gorge. Tu reviens pas de vacances? Oh! Mais un événement, bon, ça nous motive, c'est intéressant. On est dans le oomph du moment. Ouais. Il y a une énergie qui est là. On assiste à un sommet. Oui, effectivement. C'est le fun, un événement. Oui. Il y a toujours l'éternelle question de qu'est-ce qu'on en fait le lundi matin ou le jeudi, si le sommet était le mercredi. Ouais. Là. Mais c'est fixé dans le temps. Hein? Tu t'es engagé, tu t'es inscrit au mois de février parce que tu sais qu'il y a un sommet au mois d'avril. C'est réglé. Okay? C'est moins, j'irais à quelque part, c'est moins confrontant. Tu prends un rendez-vous. Hein? C'est ça, là, en fin de compte. C'est l'histoire d'un jour. Une histoire d'un jour. Oui, on n'épiloguera pas sur les histoires d'un jour. Ça nous met au défi, oui, effectivement, mais somme toute, c'est relativement facile. Pourquoi on dit relativement facile? Puis on ne veut pas dénigrer l'événement. C'est facile dans ce sens qu'on peut varier, moduler beaucoup notre niveau d'engagement dans un événement. On peut être un simple spectateur qui apprécie, qui reçoit et qui part de l'événement, on fait notre petit bonhomme de chemin. Lundi, on réinvestit pas, c'est dans notre tête, on va le ressortir peut-être la saison prochaine, peut-être pas, c'est là. Hein? Alors que quand on arrive, par contre, dans un processus, bien là, on est ailleurs. Quand on parle de processus, il y a une notion de temps qui est là. Ça s'inscrit dans la durée. C'est plus long. On parle d'accompagnement, on parle de mentorat, on parle de coaching. Donc, c'est le thème du webinaire de ce soir. Mais ça favorise notre développement. Pourquoi?
Bien, c'est parce qu'il y a une remise en question de nos pratiques qui est là. Et on travaille non pas juste sur un descriptif, pas juste sur recevoir quelque chose, mais on parle d'une culture. Je suis en culture de croissance, le fameux growth mindset ou l'evergreening. Excusez-moi l'anglais, là, mais c'est des mots qui traduisent tellement bien. Là. L'éternel verdissement, là, je mets des chevrons. Là. Rester vert, rester, en fin de compte, en croissance constante. Veut pas, ça nous transforme. Et pour accepter ça, il y a une grande part d'engagement. Et au contraire, ça devient quelque chose d'exigeant. Pourquoi exigeant? Parce que ça me renvoie à ma propre pratique. Je me redéfinis, je re-questionne, ou nous re-questionnons aussi notre pratique. Tu parlais tantôt des co-co-co, là. Co-développement, la collaboration, les co-rétroactions. C'est la vulnérabilité. Oui. Et c'est là, on se met à nu à quelque part en acceptant de dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'accompagnement, viens-tu avec moi? Je t'ouvre la porte de ma classe. Hein? Donc, c'est plus exigeant, effectivement. Les objectifs deviennent publics dans le sens que les objectifs que je me fixe, je les partage avec quelqu'un. Il y a une autre personne qui le sait. Juste ça fait plus sérieux, hein, parce que là, je l'ai dit à quelqu'un d'autre. J'ai comme pas le choix d'y aller le faire. Je suis comme un peu redevable. Oui, je l'ai dit. Elle va m'en reparler. Ça ne peut pas rester là. On vous a affiché là, en parallèle la diapositive, donc les deux qui mettent en comparaison l'événement et le processus. Bien, on voit la distinction entre un ou l'autre. On peut participer à un colloque, revenir, faire son petit bonhomme de chemin. Peut-être en parler aux collègues. J'espère en parler au plus de collègues possible. J'espère que les directions assument leur leadership là-dedans, qu'ils demandent de partager. Mais c'est pas, on le sait très bien, c'est pas toujours, c'est pas un contre l'autre. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a une notion peut être le déclencheur de l'autre. Il y a une notion de leadership qui est sous-jacente, qui est importante, justement, pour éviter cet isolement-là. Et on voit à côté que le processus, il vient nous chercher au niveau affectif. C'est là qu'il vient nous chercher parce qu'on est obligé de s'engager. Dans les formations qu'on donne, on fait souvent le parallèle avec, pour les sportifs, là, avec la course. OK. Quand on s'inscrit à une course, il y a 2 événements majeurs. Il y a le premier soir où finalement tu vas le regretter parce que tu vas t'acheter ton dossard avec une gang d'amis, avec un verre de vin. Et il y a en bout de ligne, au bout du processus, il y a la course comme telle, où là, tes résultats seront publiés sur le site de l'événement. Mais entre les deux, il y a le processus qui demande de la constance. Hein? On en parlait tantôt, si on regarde la diapositive, le dernier mot, c'est exigeant. Et des fois, on se sent seul, on a envie d'abandonner. Donc, de s'engager dans un processus, c'est vraiment une démarche à long terme. Puis, on peut faire beaucoup de parallèles avec le sport, je pense. Absolument. La discipline, la constance, chaque jour choisir de passer à l'action. C'est tellement pas facile. C'est pas sexy. Alors qu'on aurait des fois toutes les raisons d'abandonner, mais on décide d'y aller parce qu'on constate que ça nous fait du bien. Puis... Parce que nous sommes engagés publiquement. Donc, dès l'instant qu'on s'est engagé publiquement, il y a une notion d'imputabilité. On est redevable, on va nous questionner. Puis, tu en es rendu où? On ne peut plus ignorer. Ton entraînement. Voilà. Je me permets d'aller à la prochaine diapositive pour justement mettre des mots sur tout ce qu'on vient de dire visuellement, sur c'est quoi la différence entre la formation, le mentorat et le coaching. Puis c'est chapeauté par ce qu'on appelle l'accompagnement. L'accompagnement, c'est les trois. Mais si on résume bien, formation, c'est de l'enseignement explicite. Quand on suit une formation, on se fait donner de l'information par la personne qui parle en avant. On reçoit cette information-là. On peut vivre une expérience authentique, on peut vivre une expérience intéressante. Il n'y a pas de problème au niveau de ce qu'on reçoit. Mais c'est très, tu me montres quoi ou comment faire. L'aspect mentorat, c'est quand on a un mentor, c'est quelqu'un qui est plus expérimenté que nous. C'est quelqu'un qui vient nous partager ses expériences. C'est quelqu'un qui partage des idées puis qui vient justement avec son savoir, mais aussi avec son vécu surtout, c'est venir nous aider. Puis quand on résume, on dit « tu me partages tes expériences et ton vécu », c'est ça du mentorat. Tandis que le coaching, on est ailleurs. On est en mode écoute. On a une approche de questionnement. Et le coach, sa job, c'est de faire en sorte que les gens élèvent leur conscience. C'est de partir de la personne pour exprimer puis faire sortir de la personne la bonne réponse ou la réponse qui a besoin d'être donnée. Donc,
l'idée du coaching, ce n'est pas de partager. Souvent, on va dire, ou le mot coaching est mal utilisé ou mal interprété parce qu'il y a beaucoup de rapport avec le sport qui dit... le coach dit quoi faire. Va te coacher, va te dire quoi faire, va te montrer comment faire. C'est pas ça du coaching. Non. Du coaching, c'est vraiment de passer par un questionnement profond. Ouais. C'est surtout aussi beaucoup plus individuel ou en très petits groupes où est-ce qu'on va aller chercher puis on va aller développer une confiance chez les gens. Puis on va aller, tu sais, la relation vient très importante à ce moment-là. Ouais. Puis on va réfléchir, on va prendre le temps de réfléchir en mode coaching sur justement les réponses. Va les chercher en dedans de toi, fais-les sortir. Mais on a besoin de formation initiale pour ça. On a besoin de formation continue aussi pour être capable d'avoir ces réponses-là. Ils ne tombent pas du ciel. Là. Mais l'idée, c'est ça. Une fois qu'on a la formation, puis une fois qu'on a les informations, à ce moment-là, le coaching... Comment? La petite étincelle. Ouais, après ça, le coaching devient intéressant. Et on peut faire un parallèle avec l'attitude de nos professionnels dans les écoles, avec la fameuse RAI, la réponse à l'intervention. Ouais. La réponse à l'intervention, où au départ, tu peux avoir des intentions, des informations, des animations en grand groupe. Et après, bien là, plus on se rapproche du coaching, et là, ça devient davantage individuel. Donc, la forme d'accompagnement ou la forme d'apprentissage évolue, mais aussi la taille va évoluer. Là. Tu ne peux pas faire du coaching de groupe. Hein? À moins que je me trompe, corrige-moi. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Là. Parce qu'on a la notion de besoin, on part des besoins de la personne. Alors, du coaching de groupe. Mais c'est la réalité. Je vais avouer que dans les budgets et ainsi de suite, ça arrive qu'on ait plus qu'une personne dans mais le là, on a des processus de outils coaching. numériques qui nous permettent de questionner les gens. On arrive à Différencier le coaching. Bien, il y a Carl qui nous mentionne que le coaching demande une bonne communication relationnelle. Ouais. Et d'entrer en relation. Puis dans le cas où tu as plusieurs personnes, mais de faire appel à ces outils-là qui permettent de garder ou de maintenir ou d'établir ces relations-là pour justement que les gens poursuivent dans la démarche. Oh, que j'aime la question de Valérie ici qui dit « On trouve ça comment un coach quand on n'est pas nouveau? Hein? » Donc, quand on est dans la profession depuis un bout de temps. J'ai des pistes de réponse. Ouais. J'ai des pistes. On peut y aller avec nos pistes de réponse. Hein? Bien, c'est ça. Des sites web. Il y a des sites web, il y a les réseaux, il y a le leadership aussi qui est assuré par nos directions d'école. Oui, nos nouveaux, c'est important de les intégrer. Là, on parle, là, bon, les travaux du SNP, là, dont on a une représentante ce soir, on parle d'intégration. L'intégration dans la profession enseignante. Mais une fois que tu fais partie de la profession, on parle de formation continue. Ouais. Et là, c'est important d'être accompagné, puis qu'il y a des gens qui nous dirigent, qui soient capables de nous aiguiller. Puis c'est pas parce qu'on est accompagné qu'on n'est pas bon. C'est pas parce qu'on change qu'on n'est pas bon. Puis c'est pas parce qu'on est malade qu'on a besoin d'être mieux. Là. L'accompagnement, ça fait grandir. Puis on en a parlé dans les 4 premiers webinaires. Puis c'est un peu pour ça qu'on a mis tant la place ou tant la table avec les 4 premiers webinaires sur l'aspect de la mentalité. Puis on dit, c'est une question d'ouverture d'esprit. C'est une question de simplement vouloir s'améliorer dans un monde en changement. Donc, on arrive avec ces opportunités de formation-là. Puis le coaching, on l'a dit, je pense que c'est la méthode qui a le plus d'influence. Ouais. Puis John Maxwell l'a dit aussi dans son approche, c'est que le coaching est la méthode d'auto-formation ou de formation en continu qui a le plus d'influence parce que ça vient de nous. Ouais. Hélène propose de trouver quelqu'un qui fait quelque chose que tu ne fais pas. Oui. Ah, c'est bon. C'est brillant comme idée, ça. Ouais. Être complémentaire. Ouais. Trouver quelqu'un, oui. On parlait même au début, dans le fond, il y a probablement une notion qui peut être un peu plus informelle, surtout au niveau du mentorat, mais probablement même au niveau du coaching. Ouais. Je peux m'inspirer de Marie-André, mais elle ne va pas se définir comme étant mon mentor ou mon coach. Par contre, je peux sûrement tirer profit de toutes ces actions et comment elle est. Tout la ça, collaboration. Par les réseaux, par la collaboration. Il y a Manon on en parlait, Manon. Richardson? Oui. Qui parle Bonjour, Manon. Bonjour, Manon, oui. Dans son coin, on utilise l'expression, on parle d'allié pédagogique. Oui. J'aime beaucoup d'allié pédagogique. Le réseau. Le réseau, définitivement. Je veux juste amener une nuance qui est vraiment importante pour moi personnellement dans mon vécu. C'est ça vient d'un de nos mentors en coaching qui nous dit qu'on forme pour la compétence,
mais on coach pour la performance. Puis moi, j'ai toujours eu, je me garde toujours des petites réserves avant de dire à quelqu'un, avant de donner un conseil. Parce que les gens en éducation, dès que tu as mis les pieds dans une classe pendant au moins une semaine, tu as du vécu, tu as de la compétence, tu as été élève longtemps. Avant de dire à quelqu'un, tu devrais faire ça, j'écoute, je me garde une petite gêne, j'écoute, parle-moi de ta pratique. Si la personne, la présomption de base, c'est que la personne est compétente à faire ce qu'elle fait. Donc, j'ai davantage intérêt à lui poser des questions pour l'aider à comprendre sa réalité et ses options que de lui suggérer des choses que moi, je ferais, mais c'est pas moi qui va être dans la classe. Donc, c'est pour ça que l'approche de coaching peut être si puissante. Puis, ça aide à développer cette relation-là. Quand tu arrives avec des recettes, c'est comme si moi, je me positionne ici, toi, tu es là. Si j'arrive avec des questions puis de la curiosité, bien, on a le goût d'être alliés puis d'aller plus loin ensemble. Et puis, pour répondre à la question de Valérie, je pense que si on veut se trouver un mentor, d'abord et avant tout, il faut être capable d'identifier ses besoins. Ah oui. Parce que des mentors, il peut y en avoir. On a tous des compétences qui sont très variées, ne serait-ce qu'ici autour de la table. Oui. On est tous des addicts du développement professionnel et on pourrait tous être des mentors à différents niveaux Absolument. pour différentes personnes. Fait qu'avant d'aller me chercher un mentor puis de partir à la recherche d'une personne sur le web, sur les réseaux sociaux, je commencerai d'abord et avant tout par m'observer, par faire un bilan de ma pratique. Ouais. Où est-ce que j'ai envie de me développer? Où j'ai envie de mettre mon énergie? Parce qu'on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Puis on ne peut pas aller dans toutes les directions au risque de s'éparpiller et de faire du changement pour du changement. Fait que moi, je pense que c'est la première chose que je ferais. J'identifierais d'abord et avant tout un besoin. Puis ensuite de ça, j'irais poser des questions à des personnes qui sont crédibles pour qu'elles m'aident à me développer dans un aspect. Puis après, ben, ça fera boule de neige. Ouais. On en est où? On en est où? Deux petites choses à parler, juste pour positionner le cadre, L'accompagnement. je pense, le cadre et ce qu'est Escouade Édu dans son ensemble rapidement. Oui. On vous a présenté ce visuel-là. C'est notre processus d'amélioration continue, mais dans le fond, ce que c'est notre processus d'accompagnement. Oui. Où est-ce qu'on va co-planifier, on va travailler ensemble sur la planification et l'amélioration d'une pratique. On va aller agir et observer ensemble. Donc, on va se mettre vulnérables ensemble lors d'un accompagnement en salle de classe ou, dans le cas de Marius, plus au niveau des directions. On va aller vraiment en salle de classe se mettre vulnérable, observer qu'est-ce qui se passe. Puis vraiment, un peu comme tu as fait en jardin avec tes collègues. Là, exactement. Puis, ce qui se passe. Puis après ça, on va prendre ça, puis on va voir, puis on va essayer d'évaluer ensemble. C'est quoi qu'on a appris de ça? On va partager avec les gens ce qu'on a appris. On va essayer de justement faire en sorte que la prochaine personne qui vit un équivalent puisse le vivre de façon plus sympathique, des fois. Puis, on va revivre ce processus-là en continu dans une école avec vous. C'est un peu pour ça qu'on est là, Escouade Édu. C'est pour vivre ça au niveau de l'école, au niveau des commissions scolaires, au niveau, peu importe, au niveau de l'Ontario. S'il n'y a pas de commission scolaire en Ontario, c'est des conseils scolaires. Donc, et les établissements privés, il faut en parler aussi, le jargon est différent un peu, pardonnez-moi. Mais donc, c'est ça. Le processus d'accompagnement, c'est ce qu'est en gros Escouade Édu. Puis, ça nous fait plaisir d'être là pour en parler aussi. Si on fait le lien avec Audrey, tes axes du début, quand on parle d'individuel et de social ou collectif, dans ce processus d'accompagnement-là, dans le rose, on parle de partager. Je trouve que c'est là qu'on ouvre la porte entre l'individuel et le collectif parce qu'on n'a pas nécessairement le contexte qui invite à ça. Tu sais, on a chacun notre salle de classe, on ferme notre porte, on a notre liste de classe, nos tâches. Donc, l'idée de partager ce que je suis en train de faire dans ma classe, ça prend le temps, parce que tu disais ça tantôt, Maude, on a besoin du temps pour faire ça. Donc, c'est important. Ça ouvre la porte au mentorat, à la collaboration, de dire, OK, moi, je suis allé essayer de faire telle chose dans ma classe, j'ai essayé telle chose, voici ce que je suis en train d'apprendre, je le partage à mes collègues. Je nourris le cerveau collectif. Si on ne le fait pas entre nous, puis on le fait juste sur Twitter, bien, on manque quelque chose. On commence dans notre école, c'est super important. Puis un peu dans la même veine, puis justement, Audrey, le diagramme où tu plaçais cadre 21, ou l'offre de formation ou les auto-formations avec les badges, un peu au milieu entre l'action et la réflexion, bien, c'est ça, c'est de l'action réflexive. Yes. Et ça veut aussi reprendre des éléments que vous avez décrits lors d'un accompagnement en personne, si on veut, où la personne, l'apprenant, s'engage et identifie justement ses besoins de formation, voir comment est-ce qu'elle va s'engager là-dedans avec une forme de coaching qui est un peu asynchrone, si on veut, mais quand même, et avec les boucles de rétroaction. Et cette démarche d'action réflexive, bien, je pensais aussi à la diapositive, on parlait de l'intentionnalité au quotidien. Parce qu'on essaie de minimiser ce besoin
pas ce besoin, mais l'effort de transfert. Lorsqu'on va voir quelque chose qui se passe ailleurs, quelles sont les chances ou peu de chances que je puisse répliquer ou reprendre ceci dans mon milieu? Ce transfert-là, parfois, qui est difficile. Alors que dans une offre comme celle-ci, c'est à partir de ton milieu, de ta pratique et de tes besoins, de tes objectifs. Et que cette action-là aussi a cette dimension de réflexion, de métacognition pour pouvoir poser ces questions essentielles. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je ferais autrement, différemment? Qu'est-ce qui me permet de dire que ceci a eu un impact ou pas? Et ainsi de suite. Ouais. Donc, Oui, je l'ai complété en disant que très rapidement, les gens qui s'engagent dans ce processus d'apprentissage-là, avec le cadre 21, sont confrontés à vivre en situation de classe, à petite ou à grande échelle, là, ces expériences-là, et à avoir des rétroactions humaines là, pour accompagner. Donc, c'est vraiment du concret, c'est quelque chose de pratique. Il ne faut pas oublier la notion de badge. Pourquoi on est arrivé avec cette notion-là? Bien, c'est tout le côté de la valorisation et de la reconnaissance de la profession enseignante. Combien d'enseignants, bien, comme vous ce soir, là, vous passez 1 heure à écouter un webinaire et ça passe probablement sous le radar, peut-être dans vos milieux, et on a voulu que ces expériences-là soient reconnues. Toutes ces heures-là que les enseignants investissent dans leur propre développement, bien, ça mérite une valorisation et une reconnaissance. Merci. On a parlé du réseau d'apprentissage professionnel, le fameux RAP pour conclure. Puis on s'est dit, tout le monde ensemble, tantôt, on s'est dit, on ne serait pas ici si on n'avait pas de RAP. On ne se connaîtrait pas si on n'avait pas notre réseau d'apprentissage professionnel. Si Twitter n'existait pas, si les médias sociaux, si les événements auxquels on participe n'existaient pas, tous les gens qui sont dans la salle présentement, nous ici ensemble, on ne serait pas là, on ne serait pas ensemble, puis on ne serait pas en train de vous partager ces notions-là, ces témoignages-là qu'on a. Donc, probablement que les gens qui nous regardent n'auraient pas pu s'inscrire au webinaire sans ces réseaux-là. S'ils n'étaient pas là eux-mêmes. S'ils n'étaient pas là eux-mêmes. C'est ça, oui. J'ai mis une question dans le chat. Si vous voulez, on va dépasser de peut-être 2-3 minutes ce soir et on s'en excuse. Ça vaut la peine. Bonus coverage. La question... Change pas plus cher. c'est la chanson cachée. C'est la chanson cachée. J'ai mis une question dans le chat pour vous poser la question suite à ça, puis vous faire réfléchir sur, simplement, comment est-ce que j'applique ce que j'apprends? C'est quoi mes stratégies pour appliquer ce que j'apprends? Puis on va peut-être faire un petit tour de table très rapidement, 1 minute, juste pour jaser de ça. Puis on va déjà conclure cette merveilleuse soirée et ce dernier webinaire. Donc, je ne sais pas si, Audrey, tu veux partager là-dessus? Oui. Moi, une façon que j'aime appliquer ce que j'ai appris, c'est de prendre un nouveau contexte totalement hors de celui dans lequel je l'ai appris, puis essayer de reproduire ces stratégies ou ces... Bien, si c'est des stratégies, évidemment, pas si c'est des connaissances, mais si c'est une stratégie, essayer de la reproduire dans un autre contexte. La réinvestir. Faire des liens. Oui, absolument. Excellent. Moi, j'ai besoin d'en jaser. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que d'aller dans des événements toute seule, je trouve ça vraiment plate parce que c'est le fun de le partager avec des collègues. Confronter les idées. Pareil comme si j'ai pas accès à un coach, bien, dans une école, j'ai accès à plein de gens avec qui je pourrais créer des liens, puis on pourrait jaser de la triangulation qu'on fait, puis on pourrait vraiment discuter de ça, puis ensuite, bien, le mettre en action. Moi, c'est de le remettre en action le plus rapidement possible. La raison en est fort simple, c'est que je viens d'entendre un discours qui est très, très, très inspirant. Je dois le remettre en action. Si on se mettait dans la popote, j'écoute l'émission de recettes, je reproduis la recette. Puis après ça, au fil des jours, je vais la varier puis je vais la mettre à ma main. Je vais la mettre à ma sauce. Et voilà. Que moi, je me bats contre la notion de temps. Rapidement après, je me prévois un temps pour le réappliquer. Mais tu ajoutes l'évolution là-dedans. La recette est là, mais tu la mets à ta sauce. C'est sûr qu'elle soit pas bonne, mais c'est pas grave. Oui. Au début, elle ne sera pas bonne. Droit à l'erreur. Et je me donne le droit de recontacter le mentor ou le coach. Si ça se fait rapidement, après, là, on a les réseaux sociaux, on a les raps. Là. Sylvain des Hôtels, qui est parmi nous ce soir, dirait que lui assure un service après-vente. Alors, moi, je suis une adepte du service après-vente. Je contacte les gens qui m'ont donné le cours. Excellent. Excellent exemple. Monsieur Cour. Est-ce qu'on en est rendu là? Je crois. On en est rendu là. Il me reste à vous dire, on pourrait continuer, mais il me reste à vous dire un grand merci. Merci, mesdames, d'être venues. Chantal Macabé. Vos éclairages, votre expérience, c'est tellement riche.
Je voudrais aussi remercier quelqu'un qui a le travailleur de l'ombre. J'aimerais souligner la présence d'Éric. Il est en avant. Vous n'avez pas idée du travail que ça... Merci, Éric. Yes! Donc, le travail, justement, de pouvoir bien nous faire paraître dans les transitions d'image et la qualité du son. Et, mes chers amis, mes chers collègues, je pense qu'on peut dire mission accomplie, surtout que ce n'est pas une fin en soi, mais on préfère voir ça comme le lancement de d'autres choses. Donc, c'est une continuation. Et si ça peut nous inciter, justement, à améliorer nos recettes, comme tu disais à l'instant, on va bien manger tout au long. On peut juste vous dire merci à vous autres parce qu'on les a vécus, les 4 autres. Puis merci de permettre ça aux gens qui sont là ce soir. Puis nous qui étaient là il n'y a pas longtemps, de pouvoir continuer à se perfectionner en soirée. Merci des heures de coaching En que pyjama. vous nous avez données. Oui, en pyjama. Yes! Hey, c'est un Excellent. plaisir. Puis, Tellement le fun. on s'en va pas, on est là, on est sur les médias sociaux, Oui. on est présent. Vous pouvez communiquer avec nous pour vous aider dans ce développement professionnel-là. Oui. Le cadre est là, Escouade Édu est là, on est L'école là, branchée. le CFORP, l'école Le branchée, la FEP, le récit, les gens qui sont impliqués dans le développement professionnel, il y en a tout plein. Puis on est là pour vous. Puis sur ces beaux mots, encore une fois, merci. Puis à la prochaine. À bientôt. Merci.